Armageddon n'a jamais été silencieux, même dans sa mort. Les cendres s'enroulaient dans le ciel comme des souvenirs transformés en fumée. La ruche Volcanus, autrefois embrasée par l'industrie et la prière, s'affaissait maintenant vers l'intérieur. Ses flèches se tordaient, ses réseaux Vox se fissuraient comme des os secs. Il n'y avait plus d'alarme, plus d'alerte rouge. Il n'y avait que le vent, bas et chaud, et l'odeur de l'acier fondu qui se déposait dans la poussière. La ruche Hell's Reach, la dernière à rester debout, n'est pas tombée au combat. Elle s'est évanouie. Un instant, ses tours s'accrochaient au ciel déchiquetées par la tempête. L'instant d'après, un scintillement, une panne d'électricité. Les lumières s'éteignirent, puis il n'y eut plus rien. Pas d'émission finale, pas d'appel à l'aide. Seul un feu vert s'épanouit au loin, comme une lune fossile qui se lève. Gazkul Mag Uruk Traka se tenait sous cette ligne d'horizon éteinte, immobile comme une ruine. Il ne fit aucune proclamation. Il ne portait aucune bannière. Le prophète du Waag n'avait pas besoin de spectacle. Sa seule présence faisait plier le monde autour de lui. Derrière lui, les orques se déplaçaient comme une marée sous une faible gravité, délibérément, inévitablement. Les Goths, en armure noire, musclés et marqués, piétinaient les fortifications brisées. Des Sons maléfiques faisaient tourner leurs moteurs dans des couloirs où défilaient autrefois des saints. Les Death Skulls passaient les décombres au peigne fin, non pas comme des pillards, mais comme des conservateurs de la victoire. La ville n'a pas été conquise. Il a été consommé. Aucune salve ne tombe de l'orbite. Aucun renfort n'a percé la brume. Le vide au-dessus n'était pas silencieux, mais il était absent. L'impérium, si vaste, si inflexible, avait simplement cessé d'arriver. Ils ont envoyé leur dernier message, et il était tombé. Le maréchal solaire Yarick n'était plus là. Pas de tombe, pas de dernier défi, seulement une rumeur, et dans les légendes orques, c'est tout ce dont on a besoin. Là où se trouvait sa statue, les orques ont construit quelque chose d'autre. Brut, massif, façonné à partir d'aquila épillés et de chars brisés. Un monument tordu, non pas de moquerie, mais de révérence. Il se souvenait de lui comme le font les orques, en se battant plus fort. Au-dessus des ruines, les drapeaux glyphiques se déployaient comme un vent vivant. Chacun d'entre eux était taché de la langue de la conquête. Ses sigles étaient maculés d'huile et de sang. Ils n'étaient pas brandis par fierté. Ils marquaient un territoire. Ils étaient des déclarations aux étoiles. Ce monde n'est plus impérial. Et bien en dessous des bannières, sous des kilomètres de béton armé et de décombres, les morts gisaient sans rite. Des scribes de l'administratum qui avaient jadis inscrit l'espoir à l'encre de carbone. Des agents d'exécution qui ont saigné sans témoin. Des civils qui ont prié jusqu'à ce que les flammes vertes les réduisent au silence. Maintenant, le silence demeure. Mais pas en tant que paix. Quelque chose de plus profond que la langue résonnait dans ce silence. Les chefs de guerre de Traka se rassemblèrent, non pas avec des cris ou des grognements, mais avec un but précis. Leurs yeux brillaient, non pas de victoire, mais d'anticipation. Car ce n'était pas la fin de la guerre. C'était le début de quelque chose d'autre. Les Mech Boys ont pris le contrôle des manufactures détruites et ont commencé leur travail. Les usines sont devenues des hôtels. La fumée devint un hymne. Les nouvelles machines n'étaient pas conçues pour ressembler à des chars ou à des marcheurs. Elles étaient des visions, des idéaux,
des stompas, qui portaient les visages d'impériaux morts depuis longtemps, des gargants qui hurlaient des sermons dans le ronflement de leurs moteurs, le culte par l'assemblage, la religion dans les rivets. L'Armageddon est devenu quelque chose de nouveau. Pas un champ de bataille, une forge. La cendre s'est déposée, mais elle n'a pas étouffé. Elle a mis en évidence ce qui avait changé. La ruche Tempestora tomba ensuite. Ses défenseurs se battirent avec toute la fureur d'hommes condamnés, mais ils furent noyés. La ruche Tartare suivit, puis le bourbier de la mort. L'une après l'autre, les ruches s'éteignirent, leur dernière transmission se perdant dans les parasites ou les rires. Personne ne s'attendait à ce que Traka tienne le monde. Mais il ne l'a pas retenu. Il l'a transformé. En orbite, les vaisseaux Orks fusionnaient pour former des formes qui défiaient la physique, mais obéissaient aux croyances. Les Hulks étaient hérissés de canons et de moteurs rafistolés. Ils ne formaient pas une flotte. Ils devinrent un cœur. Leur traînée de poudre striait les cieux de verre. Les psychers des mondes voisins murmuraient des rêves remplis de dents de fer et de bannières, d'un rythme sous les étoiles, de quelque chose d'ancien qui regardait, non pas depuis le warp, mais depuis l'intérieur de chaque instinct qui avait besoin de mouvement, de bruit et de feu. Et Ghazghkull resta debout. Il n'a pas construit de trône. Il a construit un signal, un pouls qui bat au rythme de la tempête. Et du bord du segmentum solar à la lumière fantôme du bord de la galaxie, les Orks commencèrent à s'agiter, non pas sous l'effet d'un commandement, mais par reconnaissance. Un prophète a fait son monde, et le reste suivra. Il n'y a pas eu de jour unique où la résistance s'est éteinte. Il n'y a pas eu de cri d'alarme, pas de rupture soudaine du dernier espoir. Au lieu de cela, elle s'est étiolée, doucement, comme la chaleur qui s'infiltre dans des charbons depuis longtemps éteints. Les bannières de la Légion d'acier, autrefois inébranlables sur les remparts, ne flottaient plus que dans les mémoires. Leurs couleurs s'estompaient sous des spores qui s'accrochaient comme des regrets. Les armures étaient encore debout par endroits. Les lignes de tranchées subsistaient, fantomatiques, à travers les étendues sauvages. Mais à l'intérieur des bastions, les hommes étaient partis ou perdus. Avec le temps, même les uniformes s'enfoncèrent dans la terre, rouillant lentement et creux. Le métal a résisté, mais il avait été construit pour abriter quelque chose de fragile, quelque chose de chaud, et la chaleur avait disparu. Dans l'ombre de Hive Health Reach, une botte gisait là où un homme était tombé, intouché par des dents ou une lame, simplement abandonné. Des veines fongiques rampaient le long de ses lacets, se faufilant dans les fibres avec une faim patiente. C'est ainsi que le ver se développait, sans bruit, avec insistance, sans cri de guerre pour marquer sa conquête. Seulement le calme. Ce qui restait de l'Astra Militarum s'était replié dans les interstices. Il y avait des histoires, chuchotées à demi-mot dans les sous-sols les plus profonds, de régiments qui se battaient encore. Des commissaires qui allumaient des bougies sur d'anciens codes et invoquaient des serments dans des canaux vox vides. Mais ces voix s'affaiblissaient. Elles résonnaient plus qu'elles ne répondaient. Certains disparurent complètement, non pas tués, mais absorbés. Des esprits érodés non pas par l'assaut des orques, mais par le poids du désespoir. Leur foi en l'empereur, autrefois inébranlable, ne trouvait plus d'ancrage dans un monde remodelé. C'est ainsi qu'ils errèrent, à travers des manufactures en ruine et des ab-blocs envahis par la végétation,
en récitant des liturgies que personne ne pouvait entendre. Il n'y avait pas de monument aux morts. Il n'y a pas eu de sanctuaire construit à partir de la mémoire. Juste de l'acier, laissé à la rouille. Les machines, autrefois sacrées, ne ronronnaient plus avec dévotion. Les marcheurs sentinelles se dressaient comme des idoles brisées dans les cours envahies, leurs optiques aveugles. Les tanks Lehman Ross, dont les tourelles étaient verrouillées dans des directions désormais sans signification, portaient les cicatrices de bataille dont les noms avaient déjà été perdus dans le silence. Les orques ne les démantelèrent pas. Ils les ont simplement ignorés, laissant la nature, ou quoi que ce soit d'autre, les récupérer. Une sorte d'oubli avait commencé à recouvrir la planète. Pas un effacement, mais quelque chose de plus doux. Une sorte de rêve. Le passé subsistait, mais en tant que forme et texture, pas en tant que vérité. Personne ne se souvenait des dates, des derniers combats, des noms des braves. Tout ce dont on se souvient, c'est que quelque chose a été défendu, une fois, et perdu. Dans les ruches inférieures, profondément enfouies sous les couches de béton armé croulant, quelques voix murmurent encore dans l'obscurité. Des enclaves de civils blottis les uns contre les autres. Des prêtres techniciens avec des noyaux de données à moitié effacés. Des enfants nés pour le silence, ils ne réclamaient plus le salut, seulement de la lumière. Et dans cette faible lumière, les histoires ont changé. Les histoires de Yarick, le marteau borgne de l'humanité, se sont transformées en fables. Certains disaient qu'il avait fui la planète. D'autres disaient qu'il errait toujours, invisible, sous les villes de Scorie, attendant un jour qui ne viendrait jamais. Sa légende, d'armure qu'elle était, devint berceuse. Mais les berceuses ne pouvaient pas tenir les murs. C'est ainsi que les orques se sont répandus, pas en vagues ordonnées, pas en expansion planifiée, mais comme des racines dans un sol assoiffé. Le Gretchen s'est déversé par des conduits oubliés. Des troupeaux de squigs tonnaient sur des routes défoncées. Les mech-boys transformaient les forges effondrées en terrain de jeu chaotique, martelant des formes qui défiaient la fonction et qui pourtant fonctionnaient. Ils n'ont pas reconstruit, ils ont transformé. Les anciens bastions de résistance ont été vidés et remplis de bruit. Ce qui résonnait autrefois de doctrine grondait maintenant de moteurs et de rires, scandés dans des langues qui n'étaient pas destinées à la raison. Le ver n'a plus besoin de conquête. Il a simplement poussé là où rien d'autre ne pouvait le faire. Et le silence de Ghazghkull régnait au-dessus de tout cela. Le prophète du Wahag n'avait pas parlé depuis la chute. Aucun ordre, pas de vantardise, seulement une présence. Et c'était suffisant. Sa vision se répandit parmi les siens, non pas comme un ordre, mais comme un rythme. Il savait où aller, où frapper, où construire. Il n'y avait pas besoin de se poser de questions. Il suffisait de bouger. Avec le temps, même le concept de résistance s'est émoussé. De nouveaux orques surgirent des champs de sport, ne connaissant rien d'autre que la victoire. Ils trouvaient de vieux fusils laser dans la boue et les réduisaient en miettes, non pas par haine, mais par curiosité. Pour eux, le passé n'était qu'un rebut. Leur présent était rempli de rugissements rugissants, de glyphes lumineux et d'un appel sans fin à suivre. Et pourtant, dans les creux du monde, quelque chose vacillait. Pas l'espoir, mais la mémoire. Un cogitateur mechanicus clignotait au fond d'un silo oublié. Un serviteur vêtu de rouge s'agite, les lèvres bougeant sans voix, rappelant d'anciens cycles de maintenance. Dans une chapelle inondée,
Un fragment d'hymne fredonnait à travers des haut-parleurs défectueux, se répercutant sur l'eau glaciaire et le silence. Ces derniers n'ont pas résisté. Ils ont enduré, pas en tant que guerriers, mais en tant que témoins. Au-dessus, des bannières vertes craquaient dans le vent, cousues à partir de gilets pare-balles et de blindages, portant des glyphes de guerre et des sons inconnus. Les orques régnaient, pas par l'idéologie, mais par la saturation. Aucun centimètre n'était épargné, aucun ciel n'était épargné. Et l'acier a gardé sa forme, mais le sang qu'il contenait autrefois, tout cela s'est dissipé. Au cœur des ossements brûlés d'Armageddon, une montagne d'acier et de ferraille s'éleva de la ruine. Elle n'avait pas été conçue avec plan ou élégance, mais s'était développée par pur élan. Ce n'était pas un palais, pas au sens impérial du terme, pas de symétrie, pas de bannière d'héritage ou de salle d'héritage, mais c'était un trône. Et Ghazghkull s'assit dessus, non pas sur du marbre ou de l'or, mais sur la coque d'un Baneblade brisé, fissuré et vidé de tout souvenir. Autour de lui, des bannières cousues à partir de tissus de ruches écorchés flottaient dans le vent épais de suie. Elles portaient des glyphes, pas des mots, des symboles qui signifiaient la rage, le triomphe, le moment présent. Il n'y avait pas de couronne sur son front, pas de cercle ou de diadème forgé dans les temples de la forge. Sa tenue était gravée dans le silence qui l'entourait, le silence d'un monde qui ne se défend plus. Sous son perchoir, les Mech-Boys construisent sans fin, des tours d'échappement et d'engrenage, des glyphes spires en rotation qui hurlaient en tournant. Chaque structure était un monument, non pas à sa gloire, mais à celle du mouvement, au bruit, à la quantité. Le prophète Orc n'avait pas besoin de statues, il avait des moteurs. Armageddon, autrefois un monde forgé de puissance stratégique et de défis impérial, était désormais un cœur de machines hurlantes. Sa surface bourdonnait de bogies, traînant les dents de Titans déchus, de squigs entassés dans des cages faites de bandes de roulement de Lehman Ross, de tuyaux massifs crachant une vapeur âcre comme des offrandes d'encens à un dieu de la guerre. Et pendant tout ce temps, Ghazghkull ne dit pas grand-chose. Ses ordres n'étaient pas criés, ils sont connus. Les boys ont senti la forme de ses pensées avant même qu'il ne les ait formulées. Il n'y avait pas besoin de plan quand le but lui-même avait pris forme. Il était devenu le Wag, non plus seulement son prophète, mais son noyau. Et son trône, cet amas de débris blindés et de ruines sacrées, en était le pouls. Autour d'elle, les orques se sont rassemblés, ne pas s'agenouiller. Ils n'avaient aucune notion de révérence, mais pour voir. Se tenir près de lui, c'était sentir le mouvement bouger dans les eaux, entendre le bourdonnement de quelque chose d'immense et d'inévitable. Certains l'appelaient l'écho du ver. D'autres grognaient simplement et commençaient à souder des pointes sur leurs bottes. Il ne portait pas d'autre armure que celle qui avait fusionné avec sa forme au fil des siècles. Mais sa carcasse était une forteresse. Les fissures de sa peau brillaient d'une faible lueur verte dans l'obscurité, comme des braises derrière des nuages d'orage. Son regard ne se promenait pas. Il se contentait d'observer, et le monde changeait sous l'effet de son immobilité. Et derrière lui, les crânes, entassés, non triés ou polis, juste posés, empilés en monticules, certains encore fusionnés avec des casques, d'autres portant encore les marques de régiments morts depuis longtemps. Ce n'étaient pas des trophées, c'était de la ponctuation. Le point final à la fin de la dernière phrase d'une planète.
Au-dessus du trône, le ciel a changé. Des satellites longtemps perdus pour le commandement impérial pendaient désormais en orbite basse, reprogrammés par les Mechboy pour afficher d'énormes glyphes bannières, des sigils verts sur fond noir, tournant lentement comme des lunes. La nuit, ils projettent des symboles sinistres et vacillants sur la surface, et les orques se réjouissent de voir leurs ombres danser sur le sol. Le Mechanicus parlait autrefois d'esprit-machine. Les orques les avaient trouvés, les avaient brisés et avaient transformé leurs cris en musique. Les trains hurlaient en tournant en rond. Les tours Vox émettaient des rythmes qui n'avaient pas de mélodie, seulement du volume. Les tambours des Gretchen frappaient sur des caisses rouillées dans une harmonie fiévreuse. Et Traka a écouté. Il ne parle toujours pas. Son silence n'était pas vide. Il était pesant. Parmi les humains qui vivaient encore, cachés dans les poches des profondeurs, certains pensaient que cela signifiait qu'il était devenu fou, qu'il avait perdu sa voix lors de la bataille finale, ou peut-être qu'une vision ancienne avait consumé son esprit de l'intérieur. Mais les orques savaient mieux que lui. Ghazghkull était devenu la voix. Il n'a plus besoin de rugir. Le monde a rugi pour lui. Et lorsqu'il bougeait, lorsque sa forme massive se déplaçait sur ce trône, ne serait-ce que d'une fraction, la ville entière se taisait. Les tambours ralentissaient. Les mechs s'arrêtaient au milieu de leurs étincelles. Même les squigs cesseraient de bavarder, parce que quelque chose était sur le point de changer. Mais la plupart du temps, ils s'asseyaient simplement. Regardez, réflexion. Pas du passé. Le passé est révolu. Armageddon était tombé. Il a réfléchi à l'avenir. Et autour de lui, le War s'est préparé. Le vent au-dessus d'Armageddon n'était plus naturel. Il n'a pas sifflé à travers les ruines ou dérivé sur les cendres comme un soupir de deuil. Elle a tonné. Elle a vibré à un rythme né non pas de la nature, mais d'un but. Des bannières s'élevant comme des nuages d'orage dans un ciel malade de smog, estrié par les fumées d'une industrie sans fin. Ils ne sont pas venus en colonnes isolées, ni en bandes dispersées. Ils sont venus ensemble. Les clans qui se déchiraient autrefois la gorge marchaient désormais épaule contre épaule. Pas en formation parfaite, orcs n'aimaient pas les lignes ou l'ordre, mais en alignement. Une cadence, une gravité partagée qui les tirait vers quelque chose de plus grand. Les goths, noirs et brutaux, arrivaient de l'Est. Leurs bannières n'avaient d'autre couleur que le vide, l'obscurité et l'os. Des glyphes à pointe se tordaient en hargnes de fer, hissés sur des poteaux martelés à partir de canons de chars et de piliers de cathédrales brisés. Ils ne marchaient pas, ils piétinaient. Chaque pas était un battement de tambour. Chaque grognement était un vœu. Depuis le sud brûlant, la vitesse du soleil maléfique s'est incarnée. Chaque buggy, chaque moto de guerre, chaque totem oscillant accroché à un moteur rugissant était strié de rouge. Leurs bannières claquaient derrière eux comme des queues de comètes, les glyphes tachés par le mouvement, la vitesse, la faim d'aller encore plus vite. La poussière s'élevait en spirale dans leur sillage, brillant faiblement là où les vapeurs d'essence dansaient avec les étincelles. Et de l'ouest, rampant comme la rouille sur le vieil or, vinrent les Death Skulls, des pillards, des vagabonds, peints dans des teintes de gloire volées. Leurs bannières étaient ornées d'écussons de drapeaux impériaux, de sigles de commandement Tau et même de symboles Eldar en lambeaux. Rien n'était sacré. Tout était utile. Ils n'arrivaient pas en fanfare, mais avec des rires, rauques
métalliques, dérangeants. Il y en a eu d'autres. Les Blood Axes, étrangement disciplinés, marchaient avec la cadence volée d'un régiment de la garde. Leurs bannières imitaient celles de l'ennemi, jusqu'à ce qu'on les regarde de près. On voyait alors les moqueries, les dents, le déséquilibre délibéré, les snakebites, plus âgés, plus silencieux, leurs glyphes taillés dans l'os, peints à l'ocre et à la terre. Ils ont amené des squigs en masse, des troupeaux musclés et affamés, menés par des chants murmurés dans des dialectes presque oubliés. Leurs bannières pendaient bas mais se balançaient comme des bêtes qui respirent. Tous sont venus. Et ils ne se sont pas battus. Il n'y a pas eu de duel pour la domination, pas de concours brutaux de leadership, pas de petites escarmouches entre bandes rivales. Pas cette fois-ci. Parce que Ghazghkull avait déjà gagné. Il n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il avait brisé le monde. Il l'avait fait chanter. Et maintenant, les clans répondaient non pas à un ordre, mais à une force, primale, indéniable, cosmique. Le prophète du Wag était assis au-dessus d'eux, observant les bannières converger comme des fronts de tempête sur les décombres de la ruche Tempestora. Il ne parla pas. Il n'en avait pas besoin. Le silence qui régnait autour de lui était plus fort que n'importe quel cri de guerre. En bas, le sol tremble, pas par les bombes, mais par le mouvement, du poids, de la densité de la croyance. Les bannières commencèrent à s'entrelacer, non pas comme une couleur prenant le dessus sur une autre, mais comme une tempête formée par des vents différents. Le noir de Goff se plie au rouge d'Evil Sons, l'ocre de Snakebite s'enroule autour du bleu de Deathskull. Elles tourbillonnèrent ensemble dans le vent, formant un ciel de sigil. Et sous ce ciel, les orcs ont commencé à construire. Ensemble. Des mecs de clans rivaux partageaient des étincelles, des schémas griffonnés dans la graisse. Les Weird Boys, autrefois séparés par peur de la folie, s'asseyaient en cercle, leurs yeux brillant faiblement dans une transe synchronisée. Les Squigs étaient élevés non pas pour les besoins du clan, mais pour les besoins de Wag, des gros, les plus rapides, ceux qui avaient trop de pattes ou trop de bouches. Même les Gretchen ont été entraînés dans le courant. Ils n'étaient plus des biens meubles. Ils n'étaient plus des charognards se cachant sous les bottes de leurs supérieurs. Ils étaient désormais des messagers, des courriers faisant circuler des glyphes entre les chefs de guerre, des scribes de la nouvelle langue des glyphes qui se formaient dans les ateliers. C'était une harmonie que seuls les orques pouvaient comprendre. Pour les personnes extérieures, cela ressemblait à un chaos, des mouvements incessants, des cris, des explosions, des étincelles et des odeurs nauséabondes. Mais si vous regardez assez longtemps, vous le sentez, le rythme, le pouls, l'unité sous le bruit. Une tempête de bannières, oui, mais pas dispersée. Aligné. Chacune est une note dans le même rythme de tambour. Et le son, si vous pouviez l'entendre au-delà de votre propre peur, n'était pas seulement celui de la guerre. C'était en train de devenir le début de quelque chose de vaste. Et Ghazghkull, du haut de son trône de ruines et de foi, se contenta de hocher la tête une fois. La tempête est arrivée, et c'était le sien. Au-dessus d'Armageddon, les étoiles s'éteignent une à une, non pas à cause de l'effondrement ou de la distance, mais à cause de la floraison des flammes en orbite, des moteurs défaillants des vaisseaux du vide qui battent en retraite, des dernières lueurs des vaisseaux de la résistance transformés en tombes à la dérive, leurs coques brûlées au feu de la défaite.
Le ciel, autrefois sous le regard vigilant de l'Imperium, n'appartenait plus à l'humanité. Il brûlait désormais dans les teintes orques, orange smog, jaune cendre, rouge profond et sanglant. Et sous cet horizon meurtri, les doctrines de guerre, impériales de nom, autrefois inébranlables, se sont tues. Il y avait eu des projets, autrefois. Les grands seigneurs ont rédigé des réponses. Des flottes de représailles furent rassemblées à travers le segmentum solar. Les astropathes s'époumonaient à envoyer des appels à travers le warp. Mais la distorsion répondait par des rires, avec de l'électricité statique, avec des dents. Armageddon n'était pas seulement assiégé. Il a été oublié. L'un après l'autre, les signaux de sauvetage se sont tus, non pas à cause d'interférences, mais par résignation. Ils n'ont pas été brouillés, ils ont été rejetés. Un monde peut s'écrouler. Cela s'était déjà produit. Cadia, Caliban, Talarn. Il y aurait le deuil, puis la mémoire, puis le silence. C'était le cycle. Et maintenant, c'était le tour d'Armageddon. La doctrine du ciel rouge n'a jamais été écrite à l'encre. Il était gravé dans le verre vide et chuchoté dans les chaînes de commandement, passé de la bouche des capitaines de la marine aux hochements de tête silencieux des officiers de pont. Cela signifiait le retrait, pas seulement de l'orbite, de l'espoir. Économisez ce que vous pouvez, que le reste devienne un mythe. Depuis les déchets de cendres jusqu'aux champs de ruches brisées, les survivants inclinaient leur regard vers le haut, et ils n'ont pas vu de salut. Ils ont vu le ciel rouge, un océan de nuages brûlants qui n'offrait plus de lumière, mais seulement des reflets, des flammes rejetées sur une planète désormais gouvernée par des champignons et des crocs. Ceux qui attendaient des renforts n'en trouvèrent pas. Les dropships ne sont pas descendus. Les chaînes d'approvisionnement se sont rompues. Les calendriers des renforts sont devenus des superstitions. Les prières à l'empereur n'ont plus résonné. Elles se sont évanouies. Des régiments entiers encore loyaux, des poches de la Légion d'Acier, des restes de Cadian, des groupes de PDF s'accrochant obstinément aux avant-postes, tracèrent des lignes dans le sable, pour finalement constater que le sable n'existait plus, remplacé par un sol labouré par les orques, cicatrisé, noirci, gémissant sous le poids des pas, des bottes et des bêtes. La résistance s'est transformée en retraite. La retraite devient la clandestinité. Et même cela était temporaire. Car les orques n'étaient plus désorganisés. Le commandement de Ghazghkull les avait transformés. Le War n'était plus une simple tempête. C'était un système, un organisme vivant de conquête, avec des partis qui savaient quand frapper et quand attendre. Les zones mortelles ont été tracées à l'instinct. Les chaînes d'approvisionnement, orques et rudimentaires, mais brutalement efficaces, serpentaient entre les villes détruites et les forges réaffectées. Les ateliers fabriquaient des pièces d'artillerie anti-vide rudimentaires, destinées non pas aux flottes impériales qui arrivaient, mais au ciel lui-même. Un ciel qui ne les dominait plus, un ciel qu'ils osaient désormais défier. Et lorsque les vaisseaux de vide ont éclaté, que les débris ont plu comme des étoiles filantes, les orques se sont mis à applaudir. Non pas parce qu'ils comprenaient la tactique, mais parce qu'ils ont compris la victoire. Chaque navire qui tombait était une preuve. Chaque éclat de coque brisée était un nouveau glyphe sur la bannière de Traka. Sa guerre était devenue une religion. Non seulement pour les orques, mais aussi pour ceux qui les observaient depuis les décombres, impuissants, respirant encore, espérant toujours.
Certains se sont repliés sur eux-mêmes. Les bastions souterrains sont devenus des voûtes monastiques. D'anciennes enclaves Mechanicus scellèrent leurs portes d'acier, réacheminant l'oxygène après des décennies d'isolement. Des psychers malhonnêtes murmurèrent des rêves de salut impossibles. Des schismes se développèrent dans les enclaves de survivants, certains voulant résister, d'autres souhaitant seulement être laissés tranquilles. Mais les orques n'ont pas oublié. Ils ont creusé, ils ont reniflé le silence, ils ont chassé les échos. Aucune résistance n'était trop petite pour être éliminée. Aucune voix n'était trop faible pour être réduite au silence. Pas par haine, mais par nécessité. Ghazghkull aurait ordonné. Son ordre. Une marée verte, oui, mais maintenant avec des bannières, avec la langue, avec la mémoire. La doctrine de l'impérium a échoué. C'est alors qu'est apparue la doctrine du ciel rouge, un monde laissé pour compte. Un ciel scellé par les flammes. Et en dessous, un avenir dessiné non pas avec la logique ou la loi, mais avec la certitude brute et brûlante d'une conquête accomplie. Le monde ne crie plus. Il a cliqueté. Là où les tours de l'administratum s'élevaient dans un silence anguleux, la ligne d'horizon s'est transformée. Tours éventrées, poutres tordues, fumée s'échappant en spirale paresseuse vers un soleil assombri par la suie. Les orques ne se sont pas contentés d'occuper Armageddon. Ils l'ont recadré, ils l'ont redessiné, ils l'ont vidé de son sens et l'ont rempli de fer et de flammes rugissantes. Ils n'ont pas pleuré le passé. Ils l'ont démonté, boulon par boulon, et l'ont reconstruit pour en faire quelque chose de vivant, avec du son. Dans la coquille brisée de la ruche de Hell's Reach, les grands fourneaux respiraient à nouveau, mais pas comme avant, pas pour les rites sanctionnés de l'industrie humaine. Désormais, ces salles portaient les sigles des mechs, des glyphes fous tracés à l'encre calcinée, des crânes totémiques martelés sur les murs, non pas comme des avertissements, mais comme des bénédictions. La fumée est devenue parole d'évangile. Les étincelles sont devenues des prophéties. Là où les voûtes de données stockaient autrefois les rapports de dîmes et les parchemins de recensement génétique, les Mechboys ciselaient désormais des glyphes dans le plâtre rouillé. Leur logique n'était pas celle que l'Imperium connaissait, elle était plus bruyante, plus joyeuse, plus soudaine, une révélation criée, pas étudiée. Plus de Daka n'était pas seulement une phrase, c'était une idéologie. Et les forges ont chanté, avec des marteaux qui frappent non pas de manière synchronisée, mais à un rythme provocateur. Chaque cliquetis est un rejet de l'ordre. Chaque soudure est un sermon. La pierre même d'Armageddon commença à se déplacer sous leurs coups. Ils ont trouvé des chars d'assaut enterrés sous les cendres et les ont brisés pour donner naissance aux gargants, des effigies monstrueuses, à la fois machines de guerre et idoles divines. Des titans de ferraille, de génie et de pétrole, crachant du feu à chaque mouvement. Leurs dents tournaient, leurs canons fumaient, leurs noyaux battaient comme des cœurs. Ils étaient des prières faites de métal. Les mechs pratiquaient le culte par l'action. La foi se vit dans les rivets. Leurs temples n'avaient pas de murs, seulement des portiques, des grues et des plans à moitié effacés, griffonnés à l'huile sur le dos des esclaves. Chaque plateforme était empilée avec des outils qui n'étaient jamais propres, jamais immobiles. Les fusées étaient assemblées et testées en même temps. Les moteurs étaient allumés avant d'être terminés, et s'ils explosaient, tant mieux. Un bon boom était divin. Et à l'ombre de ces cathédrales mechs, des milliers de Gretchins et d'ouvriers pleurnichards travaillaient sans relâche.
Ils ne rêvaient pas de s'échapper. Ils n'osaient pas. Car au-dessus d'eux, dans un nid de fer et de fil de fer, siégeaient les architectes de leur réalité, bricolant, ricanant, créant. Être un mech-boy, c'est être choisi. S'approcher d'eux, c'est brûler. La victoire de Ghazghkull n'avait pas figé les orques dans la conquête. Elle les avait fait évoluer. Elle a donné du temps aux mechs, et le temps est dangereux. Plus ils restaient incontestés, plus leur tour grandissait. Non pas vertical, mais plus large, plus étendu, étouffant toutes les anciennes frontières sous les échafaudages et la fumée. Les orques sont venus d'autres secteurs pour en être les témoins, ne pas s'incliner, mais pour apprendre, prendre ce qui avait été fait ici et le refaire ailleurs. Mech-World n'était plus un concept, c'était une graine, plantée dans le cadavre d'un joyau impérial, nourri par le sang des villes et alimenté par la faim sans fin de faire plus fort, plus grand, plus... Certains chuchotèrent que les Gargants avaient commencé à parler, pas en paroles, mais en rugissements, en vibrations, en rêves. La nuit, les salles du mec ne tremblaient pas seulement à cause des machines, mais aussi à cause de l'objectif. Qu'une grande forme était en train de se former, non pas à partir d'un seul morceau de ferraille, mais à partir de la somme de tous les bruits. La planète elle-même devenait une arme, ou un sanctuaire, ou les deux. Aucun plan ne pouvait le contenir, parce qu'il n'était pas fait de lignes. Il était fait de war. Même le ciel a changé. Enveloppé de smog et de couleur rouille, épais de gaz d'échappement, il tremblait sous la poussée d'avions rudimentaires qui n'auraient pas dû voler, mais qui l'ont fait. Avec des moteurs qui toussent et des ailes rapiécées par des prières rivetées, le ciel d'Armageddon est devenu une danse de traînées de fumée et de coups de feu. L'Imperium aurait pu parler de pollution. Les mecs ont appelé cela une preuve. La preuve qu'ils avaient pris un monde destiné à la discipline et l'avaient rempli de liberté. Une liberté sauvage, criarde et mécanique qu'aucun dogme ne pouvait mettre en cage. Et si elle explosait demain, cela signifierait seulement qu'il a fonctionné. Certains disent que Traka a souri. Pas souvent, pas de façon générale. Mais lorsqu'il regardait du haut de son grand trône de fer, posé sur une pile de statues tordues et de bolters fondus, il voyait une direction. Pas comme un général voit une carte, mais comme une tempête voit son chemin dans la mer. Et les orques, ils ont suivi. Non pas parce qu'ils ont été commandés, mais parce qu'ils l'ont ressenti. Le bourdonnement dans l'air, le bourdonnement des dents, l'odeur de l'huile, de la flamme et de l'avenir. Ils n'avaient pas besoin de raison. Ils n'avaient besoin que du son. Et Armageddon, aujourd'hui Mech-World, n'a plus jamais été calme. Cela n'a pas commencé par un coup de feu ou un cri de guerre. Cela a commencé par un frisson dans le vide. Un tremblement non pas d'une violence tectonique, mais d'une pensée, non raffinée, primitive, se rassemblant en une présence. Le Wag avait atteint une taille telle que la gravité s'infléchissait autour de lui. Pas la gravité physique, non, quelque chose de plus ancien. Quelque chose de plus ancien, tissé dans la moelle psychique de la galaxie. Armageddon, depuis longtemps déchu, pulsait comme une étoile noire en son centre, non pas sombre, mais brillante. Le feu vert s'échappait en spirale de son orbite, atteignant la distorsion, non pas comme des messages, mais comme un instinct. Et cet instinct était contagieux. Les orques n'avaient pas besoin de mots. Ils avaient besoin de croyances. Et Ghazghkull Mag Uruk Traka était une croyance faite d'os et de soufflets.
Sa victoire sur Armageddon n'était pas une simple conquête. C'était une confirmation. Plus il rugissait, plus il devenait réel. Plus il se rassemblait, plus la tempête grandissait. Quelque part, au plus profond des stations vides en ruine qui tournent encore autour de l'orbite d'Armageddon, les astropathes se griffaient le visage. Ils n'avaient plus de nom pour décrire ce qu'ils entendaient, juste un rythme énorme, comme un tambour frappé par des eaux planétaires. Une pulsation, assez forte pour effacer toute pensée. Même le silence ne peut lui résister. Les vaisseaux perdaient leurs navigateurs en plein saut. Des failles non cartographiées se déchirèrent comme des plaies infectées. L'immatérium, longtemps traître, commença à changer de teinte. Des tourbillons de verre noyèrent les habituelles tempêtes de rouge et de violet. Certains dirent qu'ils avaient vu des visages, pâles, trop larges, avec trop de dents. D'autres ont dit qu'ils n'avaient rien vu du tout. Juste des rires, comme une pression dans les poumons. Un WAAG n'est pas une armée. Il ne s'agit pas d'une flotte, d'un plan ou d'une structure. C'est une idée, une fièvre, une chanson qui infecte chaque gorge, qu'elle comprenne ou non les paroles. Et maintenant, c'était devenu quelque chose de plus. Sur la surface contrôlée par les orques, les machines gémissaient, s'éveillant, parlant dans la voix de la distorsion du champ électrique et des cris d'échappement. Des gargans gigantesques se dressaient comme des sanctuaires titanesques, prêchant la violence. Mais il n'y avait pas de chaos, pas de lutte intestine. Les vieilles rivalités entre clans s'étaient apaisées, non pas éteintes, mais atténuées. Les Goths travaillaient aux côtés des Death Skulls. Leurs philosophies étaient différentes, mais leur direction était la même. Même les Mad Dogs et les Big Mecs, habituellement si perdus dans leur bricolage et leur ego, suivaient désormais le rythme. Parce que l'écho était devenu plus fort que leurs arguments. Au-dessus d'eux, le ciel s'assombrit, non pas à cause de la pollution ou des tirs orbitaux, mais à cause de l'accumulation de nuages tachés de distorsion. L'éclipse verte n'était pas de la lumière effacée, mais de la lumière réfractée dans quelque chose d'étranger. Mork et Gork, les dieux jumeaux de la ruse et de la brutalité, étaient chuchotés dans des chants graisseux, leurs noms tissés dans les hymnes au carburant et les prières des moteurs. Quelque chose s'agite au-delà de la métaphore. Et il a continué à grandir. Dans les systèmes voisins, les spores orcs ont pris racine dans les avant-postes abandonnés et les colonies en faillite. Des endroits que l'on croyait nettoyés. Désormais, des champignons fleurissaient dans les couloirs rouillés. Les tifs teintaient dans l'obscurité, tandis que de nouveaux groupes se rassemblaient, non pas convoqués, mais attirés. Tirés par une gravité qui n'est pas celle de la masse, mais celle de la croyance. Certains avant-postes impériaux ont réussi à envoyer des vox-ping avant que le contact ne soit rompu. Ils parlaient d'ombres qui bourdonnaient, d'orques qui ne chargeaient pas, mais restaient immobiles, souriants, jusqu'à ce que les défenseurs cèdent sous le poids de l'attente. D'autres n'ont jamais rien envoyé du tout. Comment appelle-t-on une tempête qui se développe non pas sous l'effet de la pression, mais dans un but précis? Comment appelez-vous une foi qui se répand sans doctrine, seulement avec une direction? Que se passe-t-il lorsque cette tempête devient planétaire? Secteur après secteur, la grille astropathique s'assombrit. Pas détruit, pas nécessairement conquis, juste avalé, plié dans l'impulsion montante. Les Templiers noirs, ces épées de vengeance toujours brûlantes, lancèrent une croisade de représailles. Ils atteignirent le bord de la sphère d'Armageddon et ne revinrent pas. Certains murmurent qu'ils ont choisi le martyre.
D'autres craignaient quelque chose de pire, que même la haine ne puisse s'entendre dans le fracas. Pourtant, au cœur de l'éclipse verte, Ghazghkull restait silencieux. Il ne parlait plus beaucoup. Il n'en avait plus besoin. Là où il aboyait des ordres, sa présence suffit désormais. Son regard a modelé les foules. Son silence remplit les intervalles entre les cris. Et dans ce calme, les orques ont trouvé une direction. Pas nécessairement vers la bataille, ni même vers l'expansion, mais vers l'élan. Un empire de l'instinct se forme, et l'instinct, une fois partagé, devient fin. Les hauts commandements impériaux du segmentum solar se sont enfermés. Une nouvelle doctrine fut griffonnée à la hâte, des plans sur la façon de gérer un WAG conscient de lui-même. Ce n'est plus une campagne, une marée, une culture qui rêvait. Mais on ne peut pas raisonner avec les rêves. Ils ne répondent pas à la diplomatie ou à la dissuasion. Ils se répandent, ils font écho. Et dans les recoins de l'espace humain, ces échos ont fait pousser des crocs. Les Psykers Orcs, ces conducteurs volatiles et instables du pouvoir latent de l'espèce, commencèrent à faire preuve d'unité. Des mots partagés entre eux, des concepts autrefois impensables pour des êtres motivés par la guerre. Même la coopération. La distorsion elle-même pulsait dans le temps. Ce n'était plus la seule victoire de Ghazghkull, c'est la naissance de quelque chose d'autre. Quelque chose qui n'a peut-être pas besoin d'un chef. Juste un rythme. Et le ciel s'est mis à verdir. Pas par le feu, mais par la suggestion. Et dans cette teinte, les étoiles ont commencé à s'éteindre, non pas pour disparaître, mais pour devenir silencieuses. Quelque part, dans les profondeurs du segmentum obscurus, un inquisiteur a pleuré avant de sceller son dernier message. Il n'y a pas d'invasion, ont-ils dit. Il n'y a que l'éveil. Et Armageddon, longtemps considéré comme perdu, est devenu quelque chose de pire qu'un champ de bataille. C'est devenu un signal. Et la galaxie, prête ou non, s'est mise à bourdonner en retour. Les cloches se sont arrêtées. Aucun chant final n'a résonné dans les cathédrales d'Armageddon. Aucun hymne n'a chassé la fumée des chapelles voûtées. Les salles sacrées de l'ecclésiarchie sont restées vides. Des alcôves où les saints se profilaient autrefois se sont maintenant effondrés dans le crépuscule, leurs visages perdus sous la suie et les fractures dues aux impacts. Les statues furent les premières à tomber, comme si la pierre elle-même avait choisi d'oublier. Le dernier canal Vox du Ministorum crachait des parasites. Puis, un silence. Puis, un message unique, prononcé non pas avec feu, mais avec crainte. Il est ici. Pas de nom suivi. Pas de coordonnées. Il n'en avait pas besoin. Tous ceux qui l'entendaient le savaient déjà. Il n'était ni un martyr, ni un sauveur. Il était WAG. Les grandes chaires d'Armageddon, autrefois élevées pour projeter des sermons sur des dômes bondés, ont été démolies, non pas par des explosifs, mais par des rires. Des formes vertes ont grimpé sur les ruines, barbouillant des glyphes d'huile et de sang. Aucun effort n'a été fait pour profaner, seulement pour remplacer. Ce qui avait été sacré était désormais tout autre chose. Pas souillé, jeté. Dans un sanctuaire en ruine, la chair a été transformée en rampe de lancement pour les squigs. Au sommet d'un autre, un orc s'est accroupi à la place d'un saint, hurlant un évangile de métal et de bruit à un public de gros trop impressionné pour l'interrompre. L'imagerie sacrée de l'impérium, flamme, auréole, aile, a été recouverte de glyphes en damier et de crocs grossiers.
Les saints autrefois sculptés dans le marbre n'étaient plus évoqués qu'à l'inverse, leurs noms oubliés même par ceux qui les murmuraient autrefois dans leurs prières. Les synodes ecclésiaux n'ont pas envoyé de réponse. Ils étaient silencieux ou disparus. Les mots de la Lectitio Divinitatus ne résonnaient plus dans les cathédrales. Au lieu de cela, les couloirs résonnaient d'essais de moteurs, de défis criés, du cliquetis rythmique de marteaux de fortune. La foi n'avait pas été brisée, elle s'était simplement arrêtée. Dans l'une des flèches les plus profondes, il restait une sœur de combat, seule. Son armure était fissurée, la peinture brûlée, les icônes ternies par la suie. Elle ne parlait pas. Elle restait assise, les mains croisées, le bolter silencieux sur les genoux. Le vent soufflait par une brèche dans le mur, apportant le faible écho des tambours. Elle écouta, immobile, la cadence d'un nouveau monde en train de naître. Quelque part sous la ruche, le journal d'un missionnaire gisait fermé sur une marche de pierre. Sa dernière entrée, maculée de sang et de cendres, se terminait au milieu d'une phrase. L'aura du sanctuaire monde d'Armageddon ne s'est pas éteinte dans la flamme, mais dans l'érosion. Une couche s'est détachée à la fois, sans qu'on s'en aperçoive, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien pour ancrer la mémoire. Les reliques disparurent, non pas volées, mais absorbées, fondues en armure, aplaties en porte. Elles ont perdu leur forme, et avec elles, leur signification. Et pourtant, les orques riaient, pas cruellement. À voix haute, aucun d'entre eux n'a demandé qui étaient les saints. Personne ne s'est soucié des bénédictions qui avaient résonné ici. Ce n'est pas la malveillance qui a emporté le monde, mais l'indifférence. Et l'indifférence, en fin de compte, efface plus proprement que le feu. Les bannières vertes flottaient au-dessus des flèches qui avaient autrefois accueilli les aigles impériaux. Les oiseaux avaient disparu, peut-être abattus ou envolés. La voix se répète, une fois de plus, avant de s'éteindre. Il est ici. Et puis, rien. Pas de refus, pas d'éloge funèbre. Aucune voix ne s'est élevée pour réfuter le message. Les saints se sont tus. Leurs troupeaux se sont dispersés. Leurs sanctuaires fondent désormais sur quelque chose de plus fort, de plus rude, d'incroyablement vivant. Et dans ce nouveau silence, une foi différente a pris racine. Non écrite, pas chantée, criée, s'élevée, croyait. Il était le poing qui ne se desserrait jamais, l'œil qui ne cligne jamais, le souffle entre les derniers combats. Sébastian Yarrick, héros d'Armageddon, fléau des orques, légende vivante coulée dans le fer et le but. Il avait affronté Ghazghkull une fois, et la galaxie s'en souvenait. Un commissaire qui se tenait debout quand les autres fuyaient, qui tenait les lignes non pas par le nombre, mais par le défi pur et simple. Son nom était cité au même titre que celui des saints et des fantômes. Ainsi, lorsque le Waag s'éleva à nouveau, lorsque le ciel d'Armageddon se fendit de spores et d'hymnes de guerre, le peuple attendit Yarrick. Ils l'ont attendu comme un monde qui s'effondre, sans bruit. Pas de transmission finale. Aucun ordre n'a été transmis. Pas de mort confirmée. Il a disparu à la manière des mythes. Pas avec un cri, mais avec l'immobilité. Une absence si vaste qu'elle remplit chaque recoin. La dernière observation fiable était banale. Un homme âgé, la cape déchirée par le vent de cendre, montant à bord d'une valkyrie abîmée dans les heures crépusculaires précédant le silence final d'Armageddon.
Pas d'entourage, pas de cérémonie, pas d'apparat. Juste un signe de tête au pilote. Une main cybernétique posée sur la poignée de son pistolet à verrou. L'autre, un poing d'acier, serré contre la lumière. L'appareil a été vu se dirigeant vers l'ouest, en direction de Hive Hades. Il n'a jamais été revu. Et pourtant, les histoires perdurent. Elles ne viennent pas de l'administratum. L'histoire de l'Imperium se termine par une seule ligne. Statut, inconnu, présumé perdu. Pas d'honneur, pas de martyr, rien que du vide. Mais dans les salles fongiques des forteresses orques, sous des bannières dégoulinantes d'huile et d'os, il raconte les choses différemment. Les Goths parlent de lui avec respect, si tant est que cela existe chez les orques. Pas comme un ennemi, mais comme un rival. Un adversaire éternel qui ne leur a jamais donné la fin qu'ils souhaitaient. Pour les orques, un bon combat est sacré. Un combat durable et légendaire. Et Yarrick leur a donné les deux. Certains prétendent qu'il a rencontré Ghazghkull en combat singulier, au sommet des ruines de la dernière batterie de Basilix, près des terres de cendres. Aucun témoin, pas d'autres armes que leur nom. Un duel si puissant qu'il a fait s'effondrer la montagne sous leurs pieds. D'autres insistent sur le fait qu'il a mené une ultime résistance, seulement 20 hommes, sans armure, qui a permis à une ruche entière de résister à une vague sans fin. Quand la poussière est retombée, il ne restait plus que des cadavres d'orques, aucun signe du vieil homme. Mais l'histoire la plus étrange est peut-être celle qui se murmure dans les camps Waag et qui se transmet de nob à nob, toujours avec un sourire et une inclinaison de la tête. Il l'a laissé partir. On dit que Ghazghkull l'a trouvé. Pas dans la guerre, mais dans le silence. Seul, assis dans la chapelle d'une manufacture en ruine, entouré de servoskulls cassés et de vitraux brisés. Et les deux n'ont rien dit. Pas de défi, aucune menace, juste un long regard, les yeux dans les yeux. Puis Ghazghkull s'est détourné. Car que pouvait prendre la guerre à un homme qui avait déjà tout donné? Le nom de Yarrick n'est plus chanté par l'ecclésiarchie, mais chez les orques, il est devenu une chanson. Leur chant de guerre a changé, non plus seulement Waag, mais Waag, Yarrick, moquerie pour les uns, hommage à d'autres. Mais quoi qu'il en soit, il a perduré. Avec le temps, les scribouillards à la peau verte ont gravé des glyphes grossiers de lui dans leur peinture de guerre. Un crâne avec un œil brillant, un poing entouré d'une chaîne, un visage silencieux sous une casquette à visière, les yeux fermés par la pensée ou la mort. Ils ne le savent pas, et ils s'en fichent. Car pour les orques, ce qui compte, c'est le combat. Et Yarrick n'a jamais cessé de se battre. Pas en acte, peut-être, mais dans l'idée. Et cette idée, inflexible, inébranlable, est devenue une sorte de dieu pour eux. Pas vénéré, pas prié, mais honoré. Aucun d'entre eux ne dirait qu'il lui a manqué. Mais ils se souviennent. Et c'est plus que ce que la plupart des gens reçoivent. De retour sur Terra, son siège dans la salle des héros reste vide. Pas défiguré, pas décoré, simplement intact. Les passants ressentent un frisson, comme si l'homme n'était pas mort, mais qu'il s'était absenté un instant. Quelques-uns disent qu'il reviendra, qu'il observe toujours depuis une tranchée cachée sous la surface. Il attend la prochaine guerre, attendant que Ghazghkull revienne pour que l'histoire puisse continuer. Mais les histoires ne se terminent pas de manière nette.
Ils disparaissent entre deux respirations. Et dans ce souffle, cet espace entre la pulsation et le silence, Yarrick s'attarde encore. Pas de tombe, pas de sanctuaire. Juste le silence. Et de ce silence, Écho. Les feux ne vacillent plus. Ils grondent, mais pas dans la guerre. Armageddon, autrefois creusé de ruines, s'est transformé en quelque chose de plus étrange, quelque chose de plus lourd. Il ne crie plus. Il ronronne. Le champ de bataille est devenu un monde de forge, à la manière d'Orc. Un lieu de conquête, mais aussi de création. La fumée a changé. Elle sent non seulement le sang et la cendre, mais aussi le métal chauffé et la prière imbibée d'huile. Pour les orcs, ce monde n'est plus un défi. Il est chez lui. Dans les ruches brisées et les manufactures fondues, les mecs se déplacent comme des prêtres. Chaque boulon qu'ils martèlent, chaque plaque qu'ils soudent, fait écho à une liturgie rudimentaire connue de leur seule espèce. Ils ne lisent pas les plans, ils divinisent. Les étincelles s'élèvent comme de l'encens. La flamme lèche le ciel comme la dévotion. Et de ces rituels émergent des formes titanesques. Les Gargantes, machines de guerre colossales, se promènent sur des terres autrefois sacrées. Leur ventre éructe un smog qui peint le ciel d'un vert plus sombre. Leurs membres traînent des bannières cousues sur des cathédrales en ruine et des manteaux de commissaires. Chacun porte un visage, dents tordues, rictus rouillé, peint au mépris de la symétrie. Et par-dessus tout, la lune ne bouge plus. Il n'est pas en orbite. Il observe, parce que ce n'est plus une lune. C'est un visage, un monument, un sourire de Dieu figé dans le fer et la ferraille. Les orcs l'appellent le visage du ciel. D'autres l'appellent la bannière qui bloque le soleil. Construit à partir de vaisseaux vides capturés, de stations brisées et de satellites oubliés, il est la marque de Ghazghkull dans les cieux. Un symbole qui n'est pas destiné à la transmission, mais à l'intimidation. Une déclaration de permanence. Pour ceux qui se trouvent en dessous, elle jette une ombre constante. La nuit est plus longue. L'aube arrive, non pas en or, mais dans un crépuscule verdoyant. La photosynthèse faiblit. La température change. La planète s'adapte, douloureusement, lentement. Pourtant, les orcs prospèrent. Leurs cultures ne sont pas des plantes, mais des champignons. Leur énergie n'est pas solaire, mais volée à des cheminées volcaniques et à des réacteurs saisis. Et sous ce crépuscule, de nouvelles villes se développent. Des flèches faites d'architecture impériale réutilisée, maintenant couronnées de glyphes et de totems. Des quartiers entiers construits à l'intérieur des vestiges squelettiques des titans. De vastes tranchées bordées de tapis roulants, expédiant des munitions non pas vers le front, il n'y a plus de front, mais vers l'espace, où d'autres mondes attendent. Parce qu'Armageddon n'est pas un prix. C'est une usine, une matrice. La guerre est en gestation. Dans les profondeurs, des scribes grotesques marquent les programmes de production avec du sang et de la suie. Dans les chambres où les prêtres chantaient autrefois les louanges de l'empereur, les Weird Boys tremblent et frissonnent de vision. Leurs esprits, inondés d'énergie Waag, s'étendent bien au-delà de la stratosphère. Ils chantent des choses qu'ils ne comprennent même pas. Mais le monde de la forge répond. L'Armageddon brille, non pas dans les étoiles, mais à l'intérieur. Et au-dessus, le visage veille. Ses dents se recroquevillent comme des croissants de kill cruisers amarrés.
Ses yeux s'éteignent, si ce n'est que par coïncidence, chaque fois que les tempêtes se déchaînent trop fort. Certains disent qu'il est vivant, d'autres disent qu'il ne l'a jamais été. Mais tous s'accordent à dire qu'elle ne devrait pas se trouver là. Les inquisiteurs envoyés pour observer disparaissent avant l'arrivée. Les transmissions astropathiques se brouillent à la mention du nom de la Lune. Les bruits de fond prennent des rythmes, comme des rires. Et pourtant, le visage sourit. Les orques lui consacrent des sanctuaires. Il ne s'agit pas de lieux solennels, mais d'endroits où l'on fait rugir les moteurs et où l'on tire des coups de feu pour fêter l'événement. À leur manière, ils croient qu'elle sourit parce qu'ils la rendent fière, parce que Ghazghkull marche en dessous. Quelque part dans l'étendue du smog, il se déplace. Invisible, mais pas absent. Sa présence se ressent dans la façon dont les mecs travaillent plus vite lorsque le vent tourne, la façon dont les nobs se taisent un instant lorsque la terre tremble, la façon dont les Gretchin ne rient pas lorsqu'ils voient certaines ombres s'étendre sur le sol d'acier. Il n'est pas mort, il n'est pas parti, il planifie. Parce que la guerre pour elle-même n'est que la moitié de la vérité orque. L'autre moitié est la création. Et ici, il crée. Le monde de la forge d'Armageddon n'est pas immobile. Il palpite, comme un cœur, comme une tempête piégée dans une sphère d'acier. Et à son rythme, l'empire orque commence à marcher vers l'extérieur. Pas de rage, en rythme. D'en haut, la galaxie veille. Ou peut-être qu'il tressaille. Mais la forge s'en moque. La bannière céleste ne bronche pas. Et en bas, parmi les étincelles et les chants, les orques commencent à rire. « Le war !» ne crie pas, il chuchote. Et cela ne s'arrête pas. Cela a commencé par des ondulations, pas des vagues, pas des rugissements, mais des pulsations silencieuses se propageant à partir de la croûte brisée d'Armageddon comme des échos concentriques dans une mer noire. Les navires partaient non pas en fanfare, mais en rythme, frissonnant dans le vide avec des proues dentées et des coques rafistolées, leurs moteurs crachant de la lumière verte, leur but non écrit, mais certain. Le WAG n'est pas terminé. Il avait dépassé sa coquille. Depuis les forges renaissantes du trône-monde de Ghazghkull, la guerre s'est répandue non pas comme une conquête, mais comme un instinct. Les orques ne traçaient pas de chemin à travers les étoiles. Ils suivaient le bourdonnement qui les entraînait, les tambours de leur esprit qui les poussaient à agir. Une marée psychique, lente et profonde, tirée d'un battement singulier sous la peau métallique d'Armageddon. Le segmentum solar, le cœur d'or de l'Imperium, a longtemps été considéré comme invincible, vigilant, sacré. Mais maintenant, ces systèmes extérieurs vacillent. Les phares se sont éteints, les gares se sont tues, et de ces frontières tranquilles sont nées des choses vertes. Il n'y avait pas de déclaration, pas d'avertissement codé. Il n'y eut que des trajets de distorsion teintés d'huile et de rire, et des vox screams écourtés. Les mondes pensés sûrs se réveillèrent dans des cieux qui grondaient d'un tonnerre qui n'était pas naturel. Les commandants de flotte, élevés dans la doctrine impériale, hésitent. Ils calculent les lignes de ravitaillement. Ils évaluent les renforts. Ils consultent les journaux de bord. Ils ne comprennent pas, parce que ce n'était pas une rébellion, ce n'était pas une stratégie. C'était la faim qui donnait de l'élan. Les orques n'avaient pas besoin de justification. Ils n'avaient besoin que d'être dirigés. Et cette direction était celle de l'avant. Dans les postes d'écoute autrefois reliés à la voix de Terra, les gribouillages de données sont devenus erratiques.
Des symboles tracés d'un trait épais et enfantin remplaçaient les sceaux officiels. Les esprits des machines s'agitaient dans la confusion. Les messages tournaient en boucle, un monde, hurlant la même phrase encore et encore, avant que l'écho ne se transforme en silence. Ils ne sont pas seulement en train d'arriver, ils sont déjà là. Au-dessus du commandement du segmentum, les astropathes saignent des yeux. Ce qu'ils ont vu, ce n'est pas une flotte, mais un déluge. Orktide, se déplacer sans forme, mais avec une volonté inébranlable. Ne pas suivre les ordres, mais la résonance. C'était le rêve de Ghazghkull qui prenait vie. Il ne s'agit pas d'une croisade, une montée en puissance. Et cela se ressentait dans les rêves, dans le pouls du Psyker, dans les voûtes tremblantes des archives terriennes où rien ne s'était encore produit, mais où chaque parchemin semblait trembler d'effroi. Certains ont dit que les orques partageaient maintenant la pensée. Pas une logique, mais un rythme. Ils bâtissaient dans des endroits différents, mais construisaient les mêmes formes. Ils peignaient les mêmes glyphes, priaient le même masque, une bannière qui n'avait plus besoin de tissu, un nom qui n'a plus besoin de langue. Il ne s'agissait pas d'un contrôle central, il s'agissait d'une gravité centrale. Et Terra commença à avoir peur. Le berceau de l'humanité, dissimulé derrière des couches de flotte, de foie et de pare-feu, a tremblé non pas à cause d'une invasion, mais à cause d'une intuition. Le sentiment que quelque part dans le vide, une vérité s'était éveillée, qu'aucune forteresse ne pouvait arrêter. Car il ne s'agit pas seulement de l'Armageddon. Il s'agissait d'une question d'élan. Tous les orques qui avaient suivi Ghazghkull y croyaient désormais. Et la croyance, dans l'esprit des orques, c'est du carburant. Les navires fonctionnaient grâce à la ferraille et à la certitude. Les armes ont tiré parce qu'elles devaient le faire. Et elles l'ont fait. Des villes sont tombées parce que suffisamment d'yeux verts l'ont voulu. Et elles sont tombées. Dans les secteurs autrefois dirigés par des gouverneurs prudents, des bannières vertes se sont levées comme l'aube. Des engins de guerre à moitié construits sillonnaient des lunes autrefois tranquilles. Et partout où les orques marchaient, les étoiles semblaient un peu moins brillantes, non pas parce que les orques les bloquaient, mais parce que la galaxie commençait à clignoter. Dans le doute, dans l'admiration, dans une prise de conscience lente et rampante. Peut-être que, cette fois-ci, on ne pourra pas l'arrêter, parce que Ghazghkull ne les avait pas envoyés par stratégie. Il les avait libérés comme un souffle, comme l'inondation, comme le feu. Et chaque nouveau monde touché par leur tempête a appris une vérité inexprimée. On ne gagne pas contre une marée. On ne fait que retenir son souffle. Une douzaine de Forge Worlds sont entrés en état de verrouillage, fermant leur ciel. Les vaisseaux noirs s'éloignèrent des frontières. Les maîtres de chapitre chuchotèrent à leurs bibliothécaires, demandant non pas la bataille, mais le destin. Et la chaîne, inconstante et sauvage, ne faisait que rire. Orktide n'a pas crié. Elle a chanté. Un bourdonnement bas et guttural à travers les étoiles. Un chant porté non pas par un signal, mais par une croyance. Une éclipse verte qui va de l'avant. Et dans le silence des stations, une question tournoyait comme un vautour. Si le WAG ne s'arrête pas, que se passera-t-il lorsqu'il atteindra Terra? Personne n'a répondu. Parce que certaines vérités ne sont pas dites. Elles sont seulement ressenties. Et les étoiles, elles l'ont senti. Il existe des empires bâtis sur du marbre et de l'or, tracés par des plumes d'oie, régis par des lignées de sang. Et il y en a d'autres, nés de l'impact.
Non pas dessinée, mais mise en place. Il ne s'agit pas d'un travail d'artisan, mais d'un travail de metteur en scène. Après la victoire de Gazgukul et l'élargissement de l'Orktide, la galaxie ne s'est pas simplement effondrée. Elle a changé. Les planètes prises par la Horde verte ne sont pas devenues des ruines. Elles ne sont pas restées silencieuses. Elles sont devenues plus bruyantes. Les civilisations, jadis mesurées par l'ordre et la foi, ont disparu sous des crescendos de bruit. Pas des cris de mourants, mais le son de la célébration. Un monde après l'autre est devenu le théâtre d'un excès brut et vibrant. Des cabanes en métal construites au sommet de cathédrales brisées. Des têtes de gargantuesques transformées en tambours publics. Chaque générateur, chaque forge, chaque canon de fusil a été transformé en quelque chose qui a produit une présence sonore. La culture orque, autrefois considérée comme un chaos, est devenue une cohérence. Pas élégante, mais entière. Une langue faite de claquements, de rugissements et de rythmes. Sur Valtor Trø, autrefois un monde sanctuaire dédié au rayonnement de l'empereur, les statues sacrées ont été démolies non pas par sacrilège, mais dans la joie. Et là où s'élevaient autrefois des auréoles d'or, tournaient désormais des roues d'épingles mécaniques, des machines à étincelles vénérées, non pas pour leur puissance, mais pour le spectacle qu'elles offrent. Les orques n'ont pas construit de villes, ils ont construit des arènes. Pas pour la mort, pour s'exhiber, pour se battre, pour se vanter, pour construire, briser, reconstruire, plus bruyamment à chaque fois. Ce n'est pas la guerre qui a consumé ces planètes, c'était la célébration de la conquête. Les bûchers ne brûlaient pas en signe de deuil, mais en rythme. Des continents entiers ont tremblé au rythme des tambours construits à partir de réservoirs évidés. Leur cadence étant suivie par des foules sautant de falaise en falaise, sans se soucier de leur chute. Ce qui comptait, c'était le mouvement. Et ce mouvement s'est répandu par vagues dans l'espace tenu par orques. Les masses de peau verte n'attendaient plus les ordres. Ils suivaient leur instinct. Ils sentaient où le bruit était le plus fort, le plus brillant, le plus fort. Ils y sont allés. Après une musique qui n'en était pas une, juste une envie brute, palpitante. Et le plus étrange, c'est que cela a fonctionné. Les chaînes d'approvisionnement ne se sont pas brisées, elles se sont adaptées. Les flottes orques sont arrivées non pas là où on avait besoin d'elles, mais là où elles pensaient devoir être. Et d'une manière ou d'une autre, c'était suffisant. Parce qu'il ne s'agissait pas d'une culture de planification. Il s'agissait d'une culture de l'élan. Chaque monde est tombé plus vite que le précédent, non pas en raison d'une meilleure stratégie, mais parce que les échos étaient plus forts. Une planète a basculé non pas parce qu'elle manquait de défense, mais parce que ces défenses se sont arrêtées, déroutées par la nature de ce qui s'approchait. Pas une formation, un festival, une tempête de bannières, de fumée, de coups de canon et de rires. Les inquisiteurs ont essayé de la nommer hérésie, pour quantifier la logique qui la sous-tend, mais il n'y a pas de logique. Il n'y avait que des fleurs. Une renaissance brute et imparable, non pas dans l'art mais dans l'expression. Pas de peinture, pas de poésie. Juste des choses fabriquées, des machines, des armes, des armures, même la parole, construite pour la seule raison d'être. Les orques faisaient du bruit, ils faisaient du mouvement, ils ont créé des flammes, et c'est de là qu'est né le sens. Ils ont construit des empires, non pas en effaçant l'ancien, mais en criant par-dessus.
Les sanctuaires sont devenus des scènes. Les forteresses sont devenues des échafaudages pour des choses plus bruyantes et plus hautes. Les salles de chœur ne résonnent plus d'hymnes, mais de moteurs qui tournent et de vantardises gutturales dans une langue plus ancienne que la syntaxe. Et étrangement, certains humains sont restés. Tous n'ont pas fui. Certains sont restés. Curieux, enthousiasmés. Attirés non par l'allégeance, mais par la chaleur. Par mouvement, par le sentiment que, ici au moins, quelque chose a vécu. Pas de bureaucratie, pas de silence, juste du rythme et de la fumée. Et avec le temps, même ces humains ont cessé d'être des observateurs. Certains ont fait les poubelles, certains ont applaudi, d'autres ont imité les chants. L'impérium appellerait cela de la corruption. Mais ce n'était pas le cas. Pas exactement. C'était une contagion, pas virale, culturelle. La façon dont le feu se propage non pas par la haine, mais par la présence. Car dans le vide laissé par la retraite de l'impérium, par le silence des saints et la retraite des bannières, quelque chose remplit l'air, quelque chose de plus fort, pas meilleur, pas plus gentil, mais présent. Une célébration qui ne s'est jamais arrêtée. Et sur chaque monde perdu, il y a eu un moment où cette présence, si folle, si insouciante, s'est sentie complète, comme s'il était à sa place, car les orques, malgré leur folie, ne doutaient pas. Et dans cette certitude, d'autres ont suivi. Pas avec la croyance, mais avec les yeux écarquillés. Regarder un empire s'élever, pas sur des plans, mais sur le bruit. Et le feu, et la joie, et la cendre. Et la joie, à nouveau. Et dans ce vacarme croissant, à travers un millier de systèmes brisés, les étoiles ont commencé à écouter. Au lendemain de la conquête, bien après que les bannières aient été cousues de métal écorché et que les crânes n'aient plus chanté dans les flammes, les orques ont recommencé à construire. Pas seulement pour la guerre, mais pour l'émerveillement. Les Mech-Boys, ces ingénieurs erratiques et cactants de la marée verte, devinrent en plus que des forgerons. Ils sont devenus des prêtres, pas en titre, mais en pratique. Chaque étincelle, chaque boulon enfoncé dans les plaques de coque fissurées était une forme de dévotion, pas à des dieux, mais à l'idée de faire, de la volonté de câblage à l'acier. Les anciens manufactures, autrefois structurées selon les règles sacrées du Mechanicus, étaient désormais envahis par la fumée et l'électricité statique. Les plans n'avaient plus de sens. Ce qui comptait, c'était la sensation, le son de quelque chose qui prenait vie, même si sa forme n'avait aucun sens, même s'il marchait sur des membres qui n'auraient pas dû bouger, s'il poussait des cris par des bouches qu'il n'aurait pas dû avoir, et s'il brûlait du carburant non pas pour l'efficacité, mais pour la joie. Dans les zones reconquises d'Armageddon et au-delà, le panthéon des Mech-Lords a émergé. Pas une doctrine, pas une foi, mais un défilé. Des moteurs trop grands pour être nommés, trop bruyants pour être raisonnés. Des gargants colossaux remodelés non pas pour la guerre, mais pour la présence. Certaines abritaient des centaines d'orques dans des ponts nervurés et des galeries équipées, servant de temples mobiles. D'autres restaient immobiles, leurs organes internes bourdonnant doucement dans un recueillement permanent, ancrés comme des monuments dans le ciel. Chaque mec avait sa propre vision, leur propre machine-dieu. Krogbads, du Burning Pit, a assemblé un titan à partir de ferraille, a tapissé sa colonne vertébrale de tubes enroulés qui crachaient de l'encens lorsqu'ils étaient chauffés,
et la coiffer d'une couronne fabriquée à partir de vaisseaux vides tombés au combat. Il n'a pas tiré ses armes. Il chantait à travers eux, une vibration si profonde qu'elle fait craquer le verre en orbite. Ce n'est pas une question de volonté, mais d'expression. Uglobda Magnifique a peint son colosse d'un blanc d'os, puis a gravé des centaines de glyphes dans sa peau avec seulement une vibrolame et l'huile de ses propres mains. Personne ne pouvait les lire. Mais tous les orques qui l'ont vu ont hoché la tête comme s'ils le pouvaient. Parce que la vérité n'a pas besoin d'être comprise, il avait besoin de poids, et le son, et la taille. Là où l'Adeptus Mechanicus chantait autrefois ses hymnes à la logique et au calibrage divin, résonnaient désormais des rugissements, des buzzsaws et des rires statiques. Les moteurs ne nécessitent plus de rites d'éveil. Ils exigeaient des performances. Une démonstration de force non pas pour apaiser un dieu-machine, mais pour impressionner la foule. Les constructions du Panthéon marchent non pas comme des soldats, mais comme des acteurs sur une scène qui n'en finit pas. Certains traînent des bannières de cuivre et des bâches imbibées d'huile. D'autres traînaient derrière eux des chars d'assaut morts, comme trophées ou ornements. Quelques-uns affichaient des visages d'acier grimaçant sculptés dans leur coque, avec des défenses qui dégoulinaient de feu. Dans cette religion brute du mouvement et de la folie, les Mech-Boys sont devenus bien plus que des inventeurs. Ils sont devenus des légendes. Chaque groupe de guerre était porteur d'histoire, non seulement de Ghazghkull ou de Yarrick, mais aussi des bâtisseurs, ceux qui ont créé des villes ambulantes, ceux qui fabriquaient des moteurs à fusion gargouillants qui résonnaient comme des rires, ceux qui ont osé brancher leur propre cerveau sur le cœur d'un réacteur juste pour voir si cela fonctionnait. Certains ont explosé, certains ne l'ont pas fait. Quoi qu'il en soit, les histoires ont été transmises. Et le Panthéon s'agrandit. Elle n'était pas centralisée. Il n'y avait pas de prêtre, pas d'écriture. Seule la réputation. Et tandis que ces dieux mécaniques se déplaçaient à travers les vallées encombrées de cendres et sur les ossements de mondes oubliés, ils ont commencé à façonner bien plus que des terres. Ils ont façonné l'imagination. Les orques qui n'avaient jamais touché une clé à molette se sont mis à rêver de schémas. Ne pas les suivre, mais pour les combattre, pour les surpasser, car au Panthéon, la plus grande hérésie est l'imitation. Chaque machine devait être neuve, plus étrange, plus bruyante, non pas parce qu'elle fonctionnait mieux, mais parce qu'elle faisait tourner la tête aux autres. Même les étoiles, semblait-il, clignotaient plus lentement lorsqu'un de ces moteurs divins sortait de la distorsion. Pas par peur, mais de la confusion, parce qu'il s'agissait de constructions, imposantes, ridicules, vivantes d'une manière que les lois de la matière rejetaient, flottant dans l'espace non pas pour revendiquer un territoire, mais pour s'exhiber, pour arriver, à voir. Et cette visibilité, brute, palpitante, indéniable, est devenue son propre type de pouvoir. Les mages de l'Adeptus Mechanicus, dispersés et cachés dans des forges éloignées, n'osaient pas intervenir. Certains observaient même, et même s'ils ne le diraient jamais à voix haute, certains d'entre eux se demandaient si, d'une manière ou d'une autre, les orques n'avaient pas réussi là où ils avaient échoué. Pas en termes de précision, mais en présence. Car là où l'Omnicia demandait un rituel, le Mechlord Panthéon ne demandait qu'une chose. Pouvez-vous le faire bouger? Et si la réponse est oui, même si elle explosait au bout de 10 secondes, même s'il écrasait une ville et tournait en rond, il était donc digne d'intérêt. Dans le silence profond entre les étoiles,
Au milieu des ruines et des moqueries de ce qui a précédé, ces machines sont devenues plus que des armes. Ils sont devenus des phares, un feu vert, des gaz d'échappement, un non-sens total pour tout esprit rationnel, mais en vie. Et dans cet âge sans foi, dans une galaxie abandonnée par les dieux, ceux-ci étaient des dieux qui bougeaient. C'est un cri. Elle souriait avec des dents en fusion et vous invitait à essayer, juste essayer, de détourner le regard. Et de l'autre côté du vide, personne ne le pouvait. Il y a des marées que les étoiles ne peuvent ignorer, non pas à cause de l'échelle, mais à cause de ce qui les habitait. Une intention qui n'était pas forgée par la stratégie, mais qui naissait du chaos transformé en rituel. Le Warg. Orc. Désormais un organisme respirant et mouvant qui s'étendait au-delà des limites du secteur et de la logique, était devenu quelque chose de tout à fait différent. Il ne s'agit pas seulement d'une invasion, mais une infestation d'inévitabilité dénuée de sens. Et dans le silence qui règne entre les systèmes perdus, certains l'ont entendu avant qu'elle n'arrive. Les Tau se sont retirés les premiers, non pas en reculant, mais en se recalibrant tranquillement. Les empires fondés sur la raison ne pouvaient survivre à une tempête qui se moquait de la structure. Les flottes se sont dispersées selon des schémas précis, les coordonnées ont été échangées avec une précision chuchotée entre les enclaves éthérées. Les mondes ont été évacués non pas par peur, mais par incapacité à calculer l'ennemi. Que faire lorsque le feu lui-même a un visage et refuse de parler? Ils ont laissé derrière eux des colonies couvertes de glyphes et de graffitis, couverts de graisse, de brûlures de plasma et de bouts d'hymnes impériaux réécrits en chants orcs. Les drones s'attardaient trop longtemps, leurs capteurs clignotant avec confusion, comme s'ils cherchaient une conclusion logique. Il n'y en a pas. Ils ont donc tourné les talons et sont partis. Les Eldar suivaient, mais ils ne couraient pas. Ils se sont repliés. Les Craftworlds s'enfonçaient plus profondément dans la toile, glissant dans l'ombre avec une élégante tristesse. Les Farseers voyaient trop loin, trop clairement. Ils ont vu la montée du ver non pas comme une force, mais comme une blessure riante, recousue par la seule croyance. Le combattre, c'est le nourrir. C'est ainsi qu'ils disparurent comme des soupirs dans la brume. Pas de grande bataille, pas de combat désespéré. Une simple absence. Les Craftworlds se sont éloignés des étoiles qu'ils observaient autrefois. Les voyants ont fait taire leur vision. Les guerriers ont fait taire leur lame. Les orcs n'étaient pas une erreur à corriger. Ils étaient un cri auquel on donnait forme. Et même les arlequins, ces bouffons du destin, ne dansaient plus que dans des cercles fermés, leurs masques dépourvus de fin. Aux quatre coins de la galaxie, le chaos s'agite. Les seigneurs de l'œil de la terreur, ces monarques hurlants de folie, observèrent d'abord la marée orque avec curiosité. Cornes grondaient, ces guerriers impatients de tester leurs haches contre le déluge vert. Mais ceux qui entrèrent ne revinrent pas. Pas vaincus, pas brisés, juste partis. Avalés non pas par l'obscurité, mais par le bruit, par une réalité où le massacre n'avait pas de hiérarchie, pas de foi, pas de forme, où la rage n'était pas concentrée, mais amusante. Et cela n'a fait qu'empirer les choses. Car comment combattre quelque chose qui vous tue avec un sourire? Les porteurs de parole ont prêché le silence. Les 1000 fils ont calculé et n'ont pas trouvé de réponse. Même les légions de la peste hésitent,
car quelle maladie pourrait se propager à ceux qui accueillent la pourriture? Alors le chaos s'est arrêté, pas dans la défaite, mais dans la confusion. Il n'y a pas de gloire à combattre quelque chose qui ne sait pas qu'il a gagné. Il n'y a pas de martyr à mourir sous une bannière qui n'a jamais été levée pour conquérir, seulement pour être vue. Les orques ne se sont pas réjouis. Ils ne le savaient même pas. Ils ont simplement continué à avancer. Les mondes qui chantaient autrefois dans des langues étrangères se sont tus, non pas parce qu'ils ont été réduits au silence par la guerre, mais parce qu'ils ont choisi de ne pas parler. Il y a une tranquillité dans le fait de céder, pas de reddition, pas d'effondrement. Le calme, tout simplement. Et ce silence s'est répandu. Il n'y a pas eu de monument. Aucun traité n'a été signé. Juste le grincement d'un millier de gargans marchant au pas sur les croûtes de lunes oubliées. Et dans ce bruit, la galaxie a écouté. Les nécrons, enterrés dans leur tombe de métal étoilé et de silence, attendaient sous des sables d'obsidienne. Et même si leurs esprits ne rêvaient pas, certains tombeaux ne s'ouvraient pas. Pas encore. Pas maintenant. Car à quoi sert de se réveiller dans une galaxie qui ne demande qu'à s'amuser? Quelle stratégie survit lorsque la guerre n'a plus de fin? Ils ont attendu. Même les tyrannides, ces marées lointaines d'instinct et d'appétit, se déplaçaient selon d'étranges schémas. Les flottes ruches se détournèrent des zones vertes, non par peur, mais par désintérêt. La mémoire génétique les mettait en garde. La folie ne nourrit pas. Rien à quoi s'adapter, juste la fin déjà perfectionnée. C'est ainsi que les étoiles se sont éteintes en réponse, pas à cause de la perte, mais d'un refus. Car lorsque la folie danse et vous met au défi de vous joindre à elle, parfois, vous vous détournez tout simplement. Et dans l'espace laissé derrière eux, silencieux, incontesté, et aussi vaste que le vide lui-même, les orques continuèrent. Pas victorieux, juste présent. La galaxie n'est pas tombée, il s'est plié. Et tandis que le panthéon des Méclordes rugissait avec des moteurs qui clignotaient dans la fureur des néons, tandis que les orques clans peignaient les étoiles avec des traînées de gaz d'échappement et des sons tonitruants, tandis que des bannières de la taille de ville étaient drapées sur les coques des lunes. Personne ne se mettait en travers de leur chemin. Car les combattre, c'est perdre quelque chose de plus profond qu'une bataille. C'était perdre le sens du combat. Et les Xénos le savaient. Ils sont donc partis. Ou se sont cachés. Ou ont regardé. Ou ont pleuré. Mais ils n'ont pas répondu. Parce que certaines marées ne résistent pas. Certaines marées sont supportées. Il arrive un moment où même les conquêtes sans fin perdent de leur sens. Le Wag s'était répandu comme une marée verte à travers les étoiles, noyant la résistance, écrasant les empires et réduisant les dieux au silence. Mais dans le calme qui suivit, après que le dernier cri de retraite se soit éteint et que les bannières des ennemis se soient éteintes, quelque chose de subtil commença à changer. Pas en termes de volume, pas en termes de violence, mais en termes d'objectif. Les orques ont gagné, et ils ne savaient que faire de la victoire. Sur Armageddon, désormais couronné d'une forge-monde de mouvements perpétuels et de rituels grossiers, les cieux ne portaient plus de vaisseaux ennemis. Aucune menace ne descendait de l'orbite. Aucun défenseur ne murmurait de prières dans les tranchées. Seul le silence répondait au rugissement. Mais les orques ne sont pas des créatures de paix. Ils sont forgés au rythme même du chaos, façonnés par le besoin d'agir, de s'affronter, de crier leur joie dans le vide. Et sans ennemis, l'énergie ne pouvait se dissiper. Elle se recroquevillait sur elle-même,
comme un poing qui ne trouvait pas de mur à frapper. Les orques ont donc fait ce qu'ils ont toujours fait. Ils se sont battus, pas en raison d'un grief, pas à cause d'un territoire ou d'une ressource, mais parce que l'immobilité ressemblait à un étouffement. Des anneaux de gladiateurs ont fleuri comme des champignons sur des continents entiers. Il ne s'agissait pas d'arènes de pierre ou d'acier, mais de mondes eux-mêmes, des mornes remodelés en champs de bataille, des plaques tectoniques inclinées pour former des gouffres parfaits, des coulées de lave redirigées pour des raisons d'esthétisme. Les mecs ont conçu des lunes en orbite basse, dont la surface est parsemée de tours, où les boss crient pour le spectacle et les dents renversées. Et les orques sont arrivés. D'une centaine de clans et d'un millier de flottes de pillage, ils ont répondu aux appels non pas des bannières, mais du bruit. Ils marchaient en poussant des cris de guerre à moitié chantés, à moitié rire. Ils portaient des lames trop lourdes pour être soulevées, attachées à des véhicules qui rugissaient des absurdités en binaire. Certains sont arrivés sans aucune arme, peints du cuir chevelu au pied de glyphes de victoires imaginaires, prêts à se battre jusqu'au lever du soleil ou jusqu'à ce que la mémoire leur fasse défaut. Il n'y avait pas de camp, uniquement des cercles. Chaque combat était oublié avant même d'être terminé, chaque mort était célébrée comme une blague qui ne demandait qu'à se reproduire. Les Groats ont été lancés dans le ciel pour s'amuser. Les Squigs sont devenus des héros et des mascottes. Et quelque part dans les racines rouillées des anciens complexes de l'administratum, de vieilles unités Vox continuaient à ronronner silencieusement, ne captant que les rires de la guerre. Ghazghkull n'était pas absent, mais on n'a plus besoin de lui pour parler. Le prophète est devenu un mythe, et les mythes, une fois nés, n'agissent pas, ils résonnent. Son image ornait chaque flèche, chaque gargan, chaque porte d'arène. Toujours en train de sourire, toujours en train de beugler un chant glacé de Wag, dont personne ne se souvenait des paroles. Et pourtant, il était présent dans l'esprit des orques, comme dans un rêve commun, unifié non pas dans un but, mais dans un mouvement. Même les Mechboys ont changé. Alors qu'ils forgeaient autrefois des engins de guerre pour l'invasion, ils construisent aujourd'hui pour le théâtre. Des constructions massives conçues non seulement pour tuer, mais aussi pour impressionner. Des marcheurs à 2 tours qui se déplaçaient comme des danseurs. Des batteries de canons qui tirent des feux d'artifice en même temps que des munitions. Les Flash Gits participaient à des duels en portant des miroirs et des lumières disco sur leurs poldrons et non sur leur armure. Chaque bataille n'a pas eu de début. Chaque fin n'était qu'une pause. Parfois, le même combat se poursuivait pendant des jours, se propageant d'un continent à l'autre, traversant les océans et sautant en orbite basse avant de redescendre en spirale. La frontière entre concours et spectacle s'estompait jusqu'à ce que plus personne ne se soucie de savoir de quoi il s'agissait. Et ils sont toujours là. De nouveaux orques, nés de spores ensemencés sur des planètes depuis longtemps oubliées, ont émergé dans un monde qui ne connaissait que la guerre. Ils ne se demandaient pas pourquoi. Ils prenaient simplement ce qui était le plus proche, tuyaux, lames, casques, moteurs, et se lançaient dans le prochain affrontement. Certains ont créé des factions, la plupart ne l'ont pas fait. Les noms étaient échangés comme de la monnaie, les titres changeant à chaque victoire, puis jetés en riant après la défaite. Il n'y avait pas de roi, pas de conseil, pas de but. Il n'y avait que de l'élan. La galaxie, autrefois terrifiée, se contente désormais de regarder. Certains mondes diffusèrent les batailles, se branchant sur les canaux orques par le biais de vieilles liaisons Mechanicus, captivés par l'absurdité de la situation. D'autres ont fermé leur système,
choisissant de ne pas assister à ce qui allait suivre l'effondrement. Mais personne n'est intervenu. Car comment arrêter un feu qui ne brûle pas pour consommer, mais juste pour briller? L'Imperium, fracturé et ébranlé, ne fait pas de nouvelles déclarations. Aucune croisade n'est lancée. Les Templiers noirs, qui s'apprêtaient à revenir, se turent. Même l'Inquisition, toujours désireuse d'éradiquer la corruption, laissa les orques tranquilles. Car quelle hérésie y a-t-il dans la folie? Après tout, les orques étaient devenus leur propre religion. Leur dieu ne vivait pas dans des statues, mais dans le mouvement. Non pas dans la doctrine, mais dans le bruit. Et leur prière était action, constante, inlassable, sans but, mais vivante. Dans un secteur, les orques ont gravé les mots « Good Fit » sur la croûte d'une planète à l'aide de foreuses orbitales. Dans un autre, un groupe de combat a construit une cathédrale en forme de squig, à l'intérieur de laquelle chaque poutre du plafond balançait une lame. Personne ne savait pourquoi. Aucun n'en a eu besoin. Et à travers tout cela, les étoiles se murmurent à elles-mêmes. Ce n'est pas la paix, ce n'est pas la guerre, c'est autre chose. Et cela ne s'arrêtera pas. Pas avant que la galaxie elle-même n'ait oublié ce qu'était le silence.